Le réfectoire de la station spatiale Kepler-7 baignait dans l'obscurité et le silence. La plupart des extraterrestres s'y retrouvaient pour noyer leur chagrin dans l'alcool. Dans un coin, Krextu, un vieux guerrier zélami, était assis. Sa peau gris-bleu était criblée de cicatrices, et des prothèses métalliques remplaçaient son bras gauche et sa jambe droite. Il fixait son verre de nectar fermenté, perdu dans des souvenirs qu'il aurait préféré effacer. Une jeune Zélanie, Valara, s'approcha de sa table. Elle était journaliste et écrivait sur la guerre qui avait pris fin il y a 50 ans, le conflit entre l'Empire Zélani et les humains. « Excusez-moi, » dit Valara doucement. « Êtes-vous Krextu, le vétéran de la 3e flotte d'assaut ?» Krextu leva des yeux fatigués. « Disparais, jeune femme. Je n'ai rien à dire sur la guerre. S'il vous plaît, » insista Valara en s'asseyant sans permission. La galaxie a besoin de savoir ce qui s'est réellement passé. Comment le puissant empire Zélani a-t-il pu céder face à une espèce qui venait à peine de quitter son système d'origine? Krextu rit, mais il n'y avait aucune joie dans ce rire. Vous croyez que nous avons perdu parce qu'ils avaient de meilleures armes, de meilleurs vaisseaux? Vous ne savez rien. Sur l'écran mural de la cantine, un reportage montrait des vaisseaux humains arrivant dans un autre système stellaire. Le journaliste parlait de l'expansion humaine et de leur mission pacifique. La main de Krextu se crispa autour de son verre. « Ils continuent de se répandre, » murmura-t-il. « Ils continuent de coloniser de nouveaux mondes. Qu'est-ce qui vous effraie chez eux ?» demanda Valara en allumant son enregistreur. Krextu garda le silence un long moment. Puis il commença. « J'étais jeune quand la guerre a commencé, fort et fier, comme tous les guerriers Zélani. Nos généraux nous disaient que les humains étaient faibles. Ils prétendaient que c'étaient des créatures fragiles, ignorantes du vrai combat. Nous les avons crus. » Il but une gorgée et poursuivit. « Ma première bataille fut sur Arcturus III. Ça devait être facile. Les humains y avaient une petite colonie minière, peut-être 3000 personnes. Nos services de renseignement affirmaient qu'ils n'avaient aucune force militaire, juste des mineurs civils et leurs familles. » Valara se pencha en avant. « Que s'est-il passé? » Nous sommes arrivés avec une flotte de combat complète. 12 vaisseaux de guerre contre une colonie minière. Nous nous attendions à une reddition immédiate. Au lieu de cela, ils ont riposté. La voix de Krextu s'affaiblit, mais pas comme n'importe quel ennemi que nous ayons jamais affronté. Les yeux du vieux guerrier fixaient quelque chose que lui seul pouvait voir. La colonie avait un officier militaire nommé Jake Morrison, juste un lieutenant responsable de la sécurité. Lorsque nos forces ont atterri, nous nous attendions à ce qu'il se cache ou s'enfuit. Au lieu de cela, il a transformé toute la colonie en une arme. « Comment » demanda Valara. Les humains ont utilisé leur équipement minier pour fabriquer des bombes. Ils ont transformé des lasers industriels en armes. Ils ont inondé des pluies de mines pour piéger nos troupes. Morrison et les siens, y compris une sergente nommée Lisa Kane, ont disparu dans les tunnels souterrains comme des fantômes. Krextu secoua la tête. Nous avions étudié les tactiques militaires humaines pendant des mois avant l'invasion. Nous connaissions leurs armées, leurs armes, leurs procédures standards. Mais ceux-là n'étaient pas des soldats, c'étaient des mineurs, des ingénieurs et des agriculteurs. Pourtant, ils se sont battus comme des démons. Mais sûrement vos effectifs supérieurs n'ont emporté à la fin. Les chiffres ne comptaient pour rien. La voix de Krextu devint amère. Ils ont utilisé les mines comme un labyrinthe. Nos soldats s'aventuraient dans un tunnel et n'en ressortaient jamais. Les humains avaient piégé des explosifs partout. Ils connaissaient chaque passage, chaque cachette. Le vétéran fit une pause pour boire à nouveau. Le 3e jour, mon escouade fut envoyée dégager l'usine de traitement principale. Elle semblait vide, trop silencieuse. Mon chef d'escouade, Vexar, était le meilleur guerrier de notre unité. Il avait combattu dans une 12aine de campagnes. Que lui est-il arrivé? Un humain surgit de nulle part. Juste un humain, armé d'un laser minier. Pas même une vraie arme. Vexar portait une armure de combat complète et un fusil à plasma. L'humain avait des vêtements de travail et un outil. La voix de Krextu tomba dans un murmure. L'humain se mouvait comme l'eau. Rapide, fluide, impossible à prévoir. Vexar tira coup après coup, mais l'humain n'était jamais là où les tirs atterrissaient. Puis, le laser minier frappa Vexar à la poitrine. Il traversa son armure comme du papier. Un humain a tué votre chef d'escouade. Ce n'était pas le pire. Krextu regarda directement Valara.
Alors que Vexar était mourant, l'humain s'agenouilla près de lui. Il parla à Vexar en parfait langage Zélani. Il dit à mon chef d'escouade qu'il était désolé que cela ait dû arriver. Il ferma les yeux de Vexar et prononça une prière selon nos propres traditions religieuses. Valara sentit un frisson parcourir son échine. Comment connaissait-il notre langue, nos coutumes? C'est ce que nous nous sommes demandé. Plus tard, nous avons appris que Jake Morrison avait étudié la culture Zélani pendant des années. Pas pour des raisons militaires. Il était juste curieux des autres espèces. Beaucoup d'humains étaient comme ça. Ils s'informaient sur les extraterrestres parce qu'ils nous trouvaient intéressants. La main du vieux guerrier tremblait légèrement. Pouvez-vous imaginer combattre quelqu'un qui connaît vos prières, qui parle à vos camarades mourants avec respect et chagrin? Nous sommes venus les conquérir. Et ils nous ont traités comme des ennemis honorés. Mais vous aviez une technologie supérieure. La technologie ne signifie rien quand votre ennemi pense différemment de vous. La voix de Krextu se fit plus forte. Nous avions des règles de guerre, des codes d'honneur, des tactiques appropriées. Les humains n'avaient pas de telles règles. Ils improvisaient constamment. Qu'entendez-vous par là? Lisa Kane a transformé le système d'eau de la colonie en arme. Elle a inondé des sections entières pour forcer nos troupes dans des zones de tir. Elle a utilisé les robots miniers pour transporter des explosifs. Elle a même entraîné les enfants de la colonie à transmettre des messages par des conduits d'aération trop étroits pour les guerriers Zélani. Krextu regarda de nouveau le reportage. Nous nous attendions à ce qu'ils se battent comme nous, en ligne, avec des formations standards, en suivant des procédures militaires. Au lieu de cela, ils se sont battus comme si toute la colonie était leur corps, et eux, son cerveau. Combien de temps a duré la bataille? 2 semaines. 2 semaines pour que 3000 humains retiennent toute notre force d'assaut. Quand nous avons finalement pris la colonie, la plupart des humains s'étaient déjà échappés par des tunnels secrets. Ils avaient évacué leurs blessés et leurs aînés en premier, puis leurs enfants. Les derniers à partir étaient les combattants. Valara prenait des notes aussi vite qu'elle le pouvait. Qu'est-il arrivé à Morrison et Kane? Nous ne les avons jamais capturés. Ils ont disparu dans la ceinture d'astéroïdes avec la plupart des colons. Plus tard, nous avons appris qu'ils avaient établi une nouvelle base sur un autre monde. Morrison est devenu général. Kane est devenu amiral. Ils ont enseigné à d'autres humains comment se battre à leur manière. La cantine s'était tue. D'autres clients écoutaient l'histoire de Krextu. Ce n'était que le début, dit le vieux guerrier. Arcturus III nous a appris que les humains étaient dangereux, mais nous n'avions aucune idée à quel point ils l'étaient vraiment. Valara regarda son enregistreur. Voulez-vous m'en dire plus? Krextu termina sa boisson et en signala une autre. Oui, vous devez comprendre. La galaxie doit comprendre. Les humains ne sont pas comme nous. Ils ne ressemblent à personne. Le deuxième verre de Krex arriva, et ses mains tremblaient davantage maintenant. Valara le remarqua, mais ne dit rien. Le vieux guerrier but une gorgée et continua son récit. Après Arcturus III, nos commandants étaient en colère, mais pas inquiets. Une colonie avait bien combattu, mais cela ne voulait pas dire que tous les humains pouvaient se battre de cette façon. Nous pensions que Morrison et Kane étaient inhabituels, des cas spéciaux. La voix du vétéran s'assombrit. Nous nous sommes trompés. Chaque humain était comme eux. Chaque seul d'entre eux. Que s'est-il passé ensuite? Demanda Valara. Mon unité a été affectée à la flotte d'attaque rapide. Notre travail consistait à frapper les colonies humaines avant qu'elles ne puissent préparer leur défense. Des attaques rapides, une force écrasante. Pas le temps pour les humains de s'organiser. Krextu rit amèrement. Nous avons frappé 6 colonies en 2 semaines. Chaque bataille était la même. Les humains se battaient comme des démons, utilisant toutes les ruses et stratégies que nous n'avions jamais vues. Mais nous avions des effectifs et une puissance de feu supérieure. Nous avons gagné chaque bataille. Alors pourquoi avez-vous l'air défait? Parce que gagner les batailles ne signifiait rien. Chaque fois que nous conquérions une colonie, la plupart des humains s'échappaient. Ils avaient toujours des plans d'évasion. Des vaisseaux secrets cachés dans les champs d'astéroïdes, des bunkers souterrains que nous ne trouvions jamais, des routes d'évacuation à travers un espace dangereux que seuls eux savaient naviguer. Le vieux guerrier Zélani fixa sa boisson. Pire encore, ils nous ont suivis. Vous ont suivis. Après chaque bataille, nous retournions à notre base dans la nébuleuse de Kepler. Elle était censée être secrète,
cachés dans un nuage de gaz où les capteurs ne pouvaient pas fonctionner correctement. Nous nous y sentions en sécurité. La voix de Krextu tomba presque à un murmure. Puis un jour, des vaisseaux humains sont apparus. Valara sentit sa respiration s'accélérer. Combien de vaisseaux? 3. Juste 3 vaisseaux humains contre toute notre base de flotte. Nous avions 40 vaisseaux de guerre et des milliers de membres du personnel. Les humains avaient 3 transporteurs de marchandises modifiés. Qu'ont-ils fait? Rien au début. Ils sont restés juste là, en dehors de la nébuleuse. Assez près pour que nous puissions les voir sur nos capteurs, mais assez loin pour que nos armes ne puissent pas les atteindre. Krextu but une autre gorgée. Les vaisseaux étaient commandés par le capitaine Ryan Walsh et le commandant Amy Foster. Nous avons intercepté leur communication. Ils ne cachaient même pas leur présence. Ils diffusaient sur des canaux ouverts, parlant entre eux de la disposition de notre base, des positions de nos vaisseaux, de nos horaires de patrouille. Comment savaient-ils tout cela? Nous nous sommes posé la même question. Plus tard, nous avons appris que les humains nous avaient observés pendant des semaines. Ils avaient utilisé de minuscules drones espions, si petits que nos capteurs ne pouvaient pas les détecter. Pendant que nous pensions être en sécurité et cachés, les humains avaient étudié tout ce que nous faisions. Le visage cicatrisé du vétéran montrait une ancienne douleur. L'amiral Coron ordonna à une force de frappe de détruire les vaisseaux humains. 12 de nos vaisseaux d'attaque les plus rapides se lancèrent à leur poursuite. Ont-ils échappé? Non. La voix de Krextu était monocorde. Ils n'ont même pas essayé de s'échapper. Au lieu de cela, ils se sont séparés et ont mené nos vaisseaux dans une chasse à travers la nébuleuse. Valara se pencha en avant. Que s'est-il passé? Les humains connaissaient la nébuleuse mieux que nous. Ils avaient cartographié chaque poche de gaz, chaque tempête électromagnétique, chaque danger de navigation. Walsh a entraîné 4 de nos vaisseaux dans un puits de gravité dont nous ignorions l'existence. Ils ont été écrasés avant de pouvoir s'échapper. Et Foster, elle a mené les 8 autres vaisseaux à travers une tempête ionique qui a grillé leurs systèmes électroniques. Ensuite, elle a utilisé une arme magnétique pour déchirer leurs coques. Les 8 vaisseaux ont été détruits. Kexu est resté silencieux un instant, mais ce n'était pas le pire. Le pire étant que le 3e vaisseau humain, commandé par un certain Tony Martinez, a attaqué notre base directement. Un transporteur de marchandises contre l'intégralité de notre réseau de défense. Les yeux du vieux guerrier se sont perdus dans le lointain. Martinez avait chargé son vaisseau d'explosifs et l'avait transformé en missile guidé. Il a volé droit sur notre centre de commandement, ignorant toutes les armes que nous lui tirions dessus. Il s'est tué. Non. À la dernière seconde, il s'est éjecté dans une capsule de sauvetage. Son vaisseau vide s'est écrasé sur notre installation de réacteur principal et a détruit la moitié de la base. Mais avant de s'éjecter, il a diffusé un message à chaque vaisseau de notre flotte. Quel message? Il a dit qu'il regrettait les dégâts, mais que les humains continueraient d'attaquer tant que nous n'arrêterions pas d'envahir leur colonie. Il a dit que l'ordinateur de son vaisseau contenait des cartes détaillées de 17 bases Zélani supplémentaires et que des copies avaient été envoyées au commandement humain. Valara a cessé d'écrire. Il connaissait aussi vos autres bases. Toutes. Chaque base secrète, chaque dépôt de ravitaillement, chaque installation cachée que nous pensions sûre. Pendant que nous combattions leur colonie, les humains avaient exploré notre espace, cartographié nos positions, appris nos secrets. Krextu a rapidement fini son verre. Cette nuit-là, l'amiral Corin a reçu une communication de l'amiral humaine Patricia Woods. Elle a proposé un échange de prisonniers. Nous avions capturé quelques humains lors de nos raids. Elle avait aussi capturé certains de nos hommes. Avez-vous fait l'échange? Oui. Mais c'était étrange. La voix du vétéran est devenue perplexe. Nous nous sommes rencontrés sur un astéroïde neutre. Quand nos hommes sont revenus, ils étaient confus et effrayés. Effrayés de quoi? Les humains les avaient bien traités. Trop bien. Nos guerriers capturés avaient reçu de la bonne nourriture, des soins médicaux, des quartiers confortables. Certains avaient appris des jeux et des langues humaines. Quelques-uns avaient noué des amitiés avec leurs gardiens humains. La voix de Krextu est devenue calme. Mon ami Théor faisait partie des prisonniers. À son retour, il n'a pas parlé pendant des jours. Finalement, il m'a raconté ce qui s'était passé. Quoi? Les humains lui avaient posé des questions, mais pas sur des secrets militaires.
Ils voulaient en savoir plus sur la culture Zélani, notre musique, notre art, notre philosophie. Ils semblaient sincèrement intéressés à apprendre de nous. Le vieux guerrier a secoué la tête. Théor a dit qu'une scientifique humaine nommée Dr. Karen White avait passé des heures à parler avec lui des mathématiques Zélani. Elle travaillait sur un projet de recherche et pensait que les systèmes numériques Zélani pourraient l'aider à résoudre ces équations. Cela semble inoffensif. C'est ce qui était terrifiant. La voix de Krexu était perçante. Le Dr. White n'essayait pas d'obtenir des informations militaires. Elle voulait sincèrement apprendre de Théor. Elle le traitait comme un collègue, pas comme un ennemi. Valara était confuse. Pourquoi était-ce effrayant? Parce que cela signifiait que les humains nous considéraient comme des gens, pas seulement comme des cibles. Ils étaient curieux de nous même en pleine guerre. Ils voulaient nous comprendre. Krexu a fait signe pour un autre verre. Le pire, c'est ce qui s'est passé après l'échange. L'amiral Woods a approché l'amiral Corrin directement. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle lui a demandé pourquoi nous nous battons. Pas de manière colérique, elle semblait sincèrement perplexe. Elle a dit que les humains seraient heureux de partager les systèmes stellaires et les ressources si nous voulions juste leur parler au lieu d'attaquer. La voix du vétéran est devenue un murmure. Corinne n'avait pas de réponse. Notre empire s'était toujours étendu par la conquête. C'était la seule façon que nous connaissions. L'idée de partager l'espace avec une autre espèce nous était complètement étrangère. Que s'est-il passé ensuite? L'amiral Woods a donné à Corinne une puce de données. Elle a dit qu'elle contenait des cartes stellaires montrant des systèmes vides avec des ressources précieuses. Des systèmes que les humains avaient explorés mais n'utilisaient pas. Elle a offert de les partager librement si nous mettions fin à la guerre. Krexu a fixé le vide. Cette nuit-là, la moitié de notre flotte a déserté. Ils avaient entendu l'offre de Woods et avaient décidé qu'ils ne voulaient pas combattre des gens qui donnaient des systèmes stellaires gratuitement. La guerre a continué, oui, mais tout avait changé. Nous ne nous battions plus pour la conquête. Nous nous battions parce que nous ne savions pas comment arrêter. Et les humains nous suivaient, toujours avec une longueur d'avance, sachant toujours où nous irions ensuite. La cantine était maintenant complètement silencieuse. Tout le monde écoutait l'histoire de Kixtu. C'est alors que j'ai commencé à comprendre. Le vieux guerrier a dit « Les humains n'étaient pas seulement de bons combattants. Ils étaient quelque chose d'entièrement différent. Quelque chose que nous n'avions jamais rencontré auparavant. » Velara a regardé son enregistreur. Comme quoi, Krexu a rencontré son regard. Quelque chose qui nous a fait remettre en question tout ce que nous croyions sur la guerre, la conquête, et ce que cela signifiait d'être des ennemis. Le troisième verre de Krexu est resté intact alors qu'il fixait le mur de la cantine. Les autres clients s'étaient rapprochés, formant un petit cercle autour de sa table. Même le barman avait arrêté de travailler pour écouter. « La guerre a changé après l'incident de la nébuleuse », a dit Krexu lentement. Notre haut commandement a réalisé que les humains étaient plus dangereux que nous ne l'avions pensé. Ils ont décidé de mettre fin rapidement au conflit par une attaque massive. Valara a ajusté son enregistreur. Quelle était la cible? Prime, notre monde natal. La voix du vieux guerrier était lourde de honte ancienne. Les humains n'avaient jamais attaqué de cibles civiles. Ils se concentraient toujours sur les installations militaires. Nos dirigeants pensaient que cela signifiait qu'ils étaient faibles, effrayés de prendre des décisions difficiles. Alors, ils ont utilisé votre monde natal comme appât. Exactement. Le haut commandement a déplacé toute notre flotte restante pour défendre les colonies humaines, laissant Prime avec une protection minimale. Il voulait forcer les humains à attaquer directement notre peuple. Krexu a finalement pris son verre, mais ne l'a pas bu. Le plan était de montrer à la galaxie que les humains n'étaient pas meilleurs que n'importe quel autre conquérant. Quand ils bombarderaient nos villes et tueraient nos civils, les autres espèces les verraient comme les monstres que nous prétendions qu'ils étaient. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Non. La voix du vétéran était à peine audible. Le général Alex Rivera a mené la force d'attaque humaine. Au lieu de bombarder depuis l'orbite, ils ont envoyé des troupes au sol pour évacuer les civils en premier. La cantine était maintenant complètement silencieuse. Plusieurs extraterrestres avaient posé leurs verres pour écouter. J'étais stationné dans la capitale quand les humains ont débarqué. Nous nous attendions à un bombardement orbital, à une destruction massive, à la fin de notre civilisation. Au lieu de cela, les navettes de débarquement humaines ont atterri dans les parcs et les places, et des soldats sont sortis transportant des fournitures médicales et de la nourriture. Le stylet de Valara avait cessé de bouger.
Ils aidaient votre peuple. Un médecin humain nommé Kate Sullivan a mis en place des stations médicales pour soigner les civils blessés. Des soldats, comme le sergent-chef Mike Torres et le caporal Jenny Davis, sont allés de porte en porte, aidant les Zélani âgés à évacuer vers des zones sûres. La voix de Kratus est légèrement brisée. Torres parlait un Zélani parfait. Lorsqu'il a aidé ma vieille voisine à monter dans un vaisseau d'évacuation, il a utilisé les termes de respect formels que même les jeunes Zélani oublient souvent. Il l'a appelée grand-mère honorée et a demandé la permission avant de lui toucher le bras pour la guider. Comment connaissait-il si bien vos coutumes? C'est ce qui nous a terrifiés. Ces humains avaient étudié notre culture si profondément qu'ils comprenaient nos traditions mieux que la plupart de nos propres jeunes. Ils savaient quels aliments nous pouvions manger, comment s'adresser aux différentes classes sociales, même nos pratiques religieuses. Le vieux guerrier a pris une petite gorgée de son verre. Je faisais partie de la force de défense qui tentait d'arrêter l'avancée humaine, mais il était impossible de les combattre efficacement, car ils protégeaient nos civils mieux que nous. Que voulez-vous dire? Lorsque nous avons essayé d'établir des positions défensives dans des zones résidentielles, les humains ne nous tiraient pas dessus si des civils se trouvaient à proximité. Au lieu de cela, ils attendaient la tombée de la nuit et convainquaient d'une manière ou d'une autre les civils de partir volontairement. Krexu a secoué la tête avec étonnement. Jenny Davis a passé 3 heures à parler à une famille cachée dans leur sous-sol. Elle a parlé aux enfants en parfait Zélani, leur racontant des histoires sur des enfants humains de leur âge. Au matin, la famille avait décidé d'évacuer d'elle-même. Avez-vous combattu les humains directement? Oui. Pendant la bataille pour le district gouvernemental, mon unité a reçu l'ordre de tenir la place centrale. Les forces du général Rivera avançaient de 3 directions. Le bras cybernétique du vétéran a légèrement tressailli. J'étais positionné derrière une barrière lorsque l'attaque a commencé. Mais au lieu de charger en tirant, les humains ont fait quelque chose d'impossible. Quoi? Ils ont utilisé nos propres tactiques militaires contre nous. Des formations Zélani parfaites. Des ordres donnés dans un Zélani militaire impeccable. Même nos codes d'honneur traditionnels pour la guerre urbaine. Valara a ressenti un frisson. Ils se battaient comme des guerriers Zélani. Mieux que des guerriers Zélani. Mike Torres se déplaçait dans notre ville comme s'il y avait vécu toute sa vie. Il connaissait des raccourcis à travers les bâtiments que je n'avais jamais vus auparavant. Jenny Davis comprenait si bien notre position défensive qu'elle a évité tous les pièges que nous avions tendus. La voix de Krexu est devenue plus calme. Mais le pire, c'est quand j'ai été blessée. Que s'est-il passé? Une grenade humaine a explosé près de ma position. Des éclats m'ont déchiré le bras et la jambe. Je saignais abondamment, probablement mourant. Mon unité avait reculé, me laissant derrière. Le vieux guerrier a regardé ses membres cybernétiques. Je m'attendais à mourir seul sur cette place. Au lieu de cela, un médecin humain est apparu, l'un de leurs soldats. Il s'appelait Tony Garcia. C'était un infirmier de combat avec l'unité de Rivera. Quand il m'a trouvé, j'étais à peine conscient et je perdais rapidement du sang. La voix de Krexu est devenue très douce. Garcia aurait pu me laisser mourir. J'étais un soldat ennemi dans une zone de combat active. M'aider mettait sa propre vie en danger, mais il vous a aidé quand même. Il m'a traîné à couvert sous un feu nourri. Puis il a travaillé sur mes blessures pendant près d'1 heure pendant que la bataille continuait autour de nous. Il a utilisé des techniques médicales humaines avancées pour me sauver la vie. Le vétéran a fait une pause, les yeux lointains. Pendant qu'il travaillait, Garcia m'a parlé en Zélani. Il m'a parlé de sa famille restée sur Terre. Sa femme était enseignante. Sa fille apprenait à jouer d'un instrument de musique semblable à notre harpe traditionnelle. Il t'a parlé de sa famille, tout en soignant tes blessures. Ce n'était pas le pire. La voix de Krexu se réduisit à un murmure. Pendant que Garcia me pansait la jambe, des tirs ennemis ont touché sa position. Un tireur d'élite, Zélani l'avait ciblé. Valara sentit sa respiration s'accélérer. Que s'est-il passé? Garcia a été touché à l'épaule, mais il n'a pas cessé de soigner mes blessures. Il a juste continué à parler, me racontant les leçons de musique de sa fille, les élèves de sa femme, leur projet de visiter les colonies Centauri, une fois la guerre finie. Il a été abattu en te sauvant la vie. Oui. Et quand il a eu fini de soigner mes blessures, il a appelé une équipe d'évacuation humaine pour me mettre en sécurité. Puis il est retourné aider d'autres soldats blessés, humains et Zélanis. Krexu regarda directement Valara.
Plus tard, j'ai appris que toute la famille de Garcia avait été tuée lors de la première attaque Zelani contre les colonies terriennes. Sa femme, sa fille, tous ceux dont il m'avait parlé étaient morts. La cantine était complètement silencieuse. Plusieurs extraterrestres fixaient Krexu, l'air choqué et confus. Il t'a sauvé la vie même si tu avais tué sa famille. C'est là que j'ai compris ce que nous combattions réellement. La voix du vétéran était creuse. Nous ne combattions pas des soldats ou des conquérants. Nous combattions des gens qui pouvaient tout perdre et choisir quand même de sauver leurs ennemis. Que s'est-il passé après que tu aies été blessé? Des équipes médicales humaines m'ont évacué vers un hôpital de campagne. J'y ai passé 2 semaines le temps que mes blessures guérissent. Pendant tout ce temps, les médecins et infirmiers humains m'ont traité exactement de la même manière que leurs propres soldats blessés. Krexu finit sa boisson d'un trait. Le docteur Kate Sullivan a pratiqué l'opération qui a sauvé mon bras. Elle aurait pu l'amputer facilement, mais elle a passé 6 heures à reconstruire les tissus endommagés parce qu'elle voulait que je puisse récupérer toutes mes fonctions. Et pour ta jambe, un spécialiste prothésiste humain nommé David Kim a conçu mon remplacement cybernétique. Il a travaillé avec moi pendant des jours pour s'assurer qu'il fonctionnait parfaitement. Il a dit qu'il voulait que je puisse danser au mariage de ma fille. Valara posa son stylet. « Tu as une fille ?»« Oui. Elle est née après la fin de la guerre. Elle étudie la littérature humaine à l'Université de Nouvelle-Genève. Sa meilleure amie est une jeune humaine nommée Emma Chen. » Le vieux guerrier regarda la cantine. « C'est pourquoi j'ai encore des cauchemars. Non pas parce que les humains étaient des ennemis cruels, mais parce qu'ils étaient des ennemis impossibles. Comment combattre des gens qui te traitent mieux que ton propre camp? La bataille de Prime a-t-elle mis fin à la guerre? Non, mais elle a tout changé. Lorsque les rapports sur le comportement humain ont atteint d'autres mondes, de nombreuses unités Zelani ont simplement cessé de combattre. Il est devenu impossible de convaincre nos soldats que les humains étaient des monstres, quand les Zelani capturés étaient traités comme des invités d'honneur. Krexu fit signe pour une autre boisson. La véritable fin est venue plus tard, quand les humains ont fait quelque chose que personne n'attendait. Quoi? Ils ont offert de négocier la paix, mais pas avec nos chefs militaires ou nos officiels gouvernementaux. La voix du vétéran devint étrange. Ils ont demandé à parler directement aux civils Zelanis. Ils voulaient entendre des agriculteurs, des enseignants, des artistes et des travailleurs, le type de paix qu'ils désiraient. Valara leva les yeux de ses notes. Ils ont négocié avec des non-militaires. C'est là que nous avons su que nous avions perdu. Non pas parce que nos armées étaient vaincues, mais parce que les humains avaient trouvé comment mettre fin à la guerre d'une manière qui donnait envie de paix à tout le monde. Le vieux guerrier fixa sa nouvelle boisson, et ce n'était que le début de notre éducation sur ce que les humains étaient réellement. La cantine s'était remplie de plus de clients à mesure que l'histoire de Krexu se répandait. Des extraterrestres d'une douzaine d'espèces différentes écoutaient tranquillement le vieux guerrier Zelani. Certains semblaient effrayés, d'autres paraissaient confus. Tous étaient entièrement absorbés par ses paroles. Valara regarda autour d'elle nerveusement. « Peut-être devrions-nous poursuivre cela dans un endroit plus privé ?» Krexu secoua la tête. « Non, ils doivent entendre ceci. La galaxie a besoin de comprendre ce que les humains sont réellement. » Il but une gorgée de sa boisson et continua. « Les négociations de paix ont commencé 6 mois après la bataille de Prime. Notre haut commandement s'attendait à des pourparlers de reddition militaire traditionnelle. Au lieu de cela, les humains ont envoyé des diplomates. Cela semble normal. Rien n'était normal. La voix de Krexu devint étrange. Le négociateur principal était l'ambassadeur Karl Brooks. Il est arrivé au pourparler de paix avec une équipe qui incluait Helen Ross, une spécialiste humaine en communication interespèces. Le vétéran marqua une pause, fixant sa boisson. Brooks parlait un parfait aux Zelani. Pas seulement la langue courante, mais le dialecte diplomatique formel, utilisé uniquement par notre noblesse. Il connaissait des formes grammaticales que la plupart des jeunes Zelanis n'avaient jamais apprises. Comment était-ce possible? C'est ce qui a terrifié nos négociateurs. Brooks avait d'une manière ou d'une autre appris nos structures linguistiques les plus complexes, nos subtilités culturelles, nos références historiques. Quand il a cité de la poésie Zelani ancienne lors des cérémonies d'ouverture, même nos propres diplomates ont dû rechercher les vers pour les comprendre. Valara cessa d'écrire.
Il connaissait ta poésie mieux que vous. Brooks a récité des passages de philosophes ayant vécu il y a 3000 ans. Il a discuté de mouvements artistiques zélani que nos propres musées avaient oubliés. La main cybernétique de Krexu se serra inconsciemment. Mais Helen Ross était pire. Pire comment? C'était une psychologue spécialisée dans la compréhension du fonctionnement de l'esprit des différentes espèces. Pendant les négociations, elle prédisait exactement comment nos diplomates réagiraient à chaque proposition. La voix du vieux guerrier baissa. Ross savait que les Zélanis discutent toujours des questions importantes par groupe de 3. Elle savait que nous considérons impoli de contredire directement quelqu'un de plus âgé. Elle savait que nous prenons des décisions par consensus, pas par vote majoritaire. Elle comprenait vos coutumes sociales. Elle les comprenait mieux que la plupart des Zélanis. Ross avait étudié des enregistrements de milliers de conversations Zélani. Elle pouvait prédire nos schémas de négociation avec une précision parfaite. Krexu but une autre gorgée. Le 3e jour des pourparlers, Ross a fait quelque chose qui a choqué tout le monde. Quoi? Elle s'est excusée auprès de notre délégation pour les actions humaines pendant la guerre. Pas une excuse politique, mais une excuse personnelle. Elle a parlé de batailles spécifiques, de soldats Zélanis spécifiques qui étaient morts, de familles spécifiques qui avaient perdu des êtres chers. La voix du vétéran devint posée. Ross connaissait les noms de guerriers Zélanis tués lors de batailles des années auparavant. Elle a parlé de Tekoré, mon ami qui avait été capturé et était mort plus tard dans une autre bataille. Elle a parlé de sa famille, de ses réalisations, de ses rêves pour l'après-guerre. Comment pouvait-elle connaître de tels détails personnels? C'est ce que nous nous sommes demandé. Plus tard, nous avons appris que les humains avaient surveillé nos communications tout au long de la guerre, mais ils ne cherchaient pas de renseignements militaires. Krexu regarda la cantine. Ils écoutaient nos messages personnels, des lettres aux familles, des extraits de journaux intimes, des conversations privées entre amis. À des fins de renseignement, non, pour nous comprendre en tant que personne. La voix du vétéran était creuse. Ross avait lu des milliers de communications personnelles Zélani. Elle connaissait nos espoirs, nos peurs, nos rêves, nos regrets. Valara sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'est terrifiant. Pendant les négociations, Ross mentionnait de petits détails sur la vie de certains Zélanis. Elle savait que l'amiral Corin avait un petit-fils qui voulait être artiste. Elle savait que le général Wexler écrivait de la poésie avant le début de la guerre. La voix de Krexu devint encore plus douce. Elle savait que j'avais l'intention de demander la main de ma compagne, Silara, avant le début de la guerre. Elle connaissait ta vie privée. Ross m'a pris à part le 4e jour des négociations. Elle m'a dit que Silara m'avait attendu pendant toute la guerre. Elle a dit que les services de renseignement humains avaient intercepté des lettres que Silara avait écrites mais jamais envoyées, des lettres exprimant son amour et son espoir de mon retour en toute sécurité. Les yeux du vieux guerrier étaient lointains. Ross m'a donné des copies de ces lettres. Elle m'a dit qu'elle pensait que je devais savoir ce que Silara ressentait, car la culture Zélani rendait difficile pour les femmes d'exprimer directement de telles émotions. Un ennemi humain a aidé ta relation amoureuse. Ce n'était pas le pire. La voix de Krexu se brisa légèrement. Ross avait également fait en sorte que des médecins humains examinent les dossiers médicaux de Silara. Silara avait été blessée lors d'un bombardement au début de la guerre. Des médecins humains l'ont traitée sans qu'on le leur demande. Des équipes médicales humaines traitaient secrètement les civils Zélanis blessés pendant toute la guerre. Elles avaient des hôpitaux mobiles cachés dans des champs d'astéroïdes, avec des médecins et des infirmières volontaires. Valara posa son stylet. Il fournissait des soins médicaux aux civils ennemis. Le docteur Sam Carter avait soigné les blessures de Silara 3 ans plus tôt. Il avait effectué une opération pour lui sauver la vie, puis avait fait en sorte qu'elle reçoive des soins continus d'autres équipes médicales humaines. Krexu finit rapidement sa boisson. Ross m'a montré les notes médicales de Carter. Il avait écrit des observations détaillées sur la personnalité de Silara, son intelligence, sa force. Il l'a qualifiée de personne remarquable, qui mérite de survivre à cette guerre et de trouver le bonheur. Un médecin ennemi a écrit cela à propos de ta compagne. Carter ne m'avait jamais rencontré. Il n'avait aucune idée que Silara était liée à un soldat Zélani. Il pensait simplement que c'était une personne qui méritait d'être sauvée. La cantine était complètement silencieuse. Beaucoup des extraterrestres qui écoutaient avaient cessé de boire et fixaient Krexu avec des expressions de choc.
Les négociations de paix se sont poursuivies pendant encore 2 semaines, a déclaré le vétéran. Mais à ce moment-là, notre délégation n'avait plus la volonté de se battre. Pourquoi ? Parce que les humains avaient démontré quelque chose qui a détruit notre compréhension de la guerre. Ils avaient montré qu'ils nous considéraient comme des individus, pas seulement comme des ennemis. Krexu regarda directement Valara. L'ambassadeur Brooks connaissait l'histoire personnelle de chaque négociateur Zelani. Helen Ross saisissait notre psychologie culturelle mieux que nos propres sociologues. Il nous traitait avec considération et dignité, même si nous étions techniquement encore en guerre. Comment la guerre a-t-elle finalement pris fin ? Le dernier jour des négociations, Brooke a formulé une proposition inattendue. Quelle offre précisément ? Une autonomie complète des Zelani sur nos territoires actuels, assortie de l'accès à 3 systèmes stellaires inhabités riches en ressources. Une assistance humaine totale pour la reconstruction des mondes ravagés par le conflit. Un transfert technologique gratuit pour améliorer les conditions de vie des Zelani. Valara leva les yeux de ses notes. Ils ont proposé de reconstruire votre empire. Mais ce n'était pas l'aspect le plus sidérant. La voix de Kraz devint étrange. Brooke a déclaré que les humains ne désiraient qu'une chose en retour. Quoi ? Des programmes d'échange culturels. Ils souhaitaient que des étudiants Zelani fréquentent des universités humaines et que des étudiants humains étudient sur les mondes Zelani. Ils aspiraient à des projets de recherche conjoints, des expositions d'art partagées et des missions d'exploration coopérative. Le vieux guerrier secoua la tête. Nos négociateurs ont demandé pourquoi les humains désiraient ces choses. Brooke a répondu qu'ils étaient curieux de la science, de l'art, de la philosophie et de la culture Zelani. Il a dit « Les humains estimaient pouvoir apprendre des choses précieuses de nous. Ils voulaient apprendre des peuples qu'ils combattaient. » Helen Ross a expliqué que les humains avaient étudié les réalisations Zelani tout au long de la guerre. Leurs mathématiques, notre ingénierie, nos traditions artistiques. Elle a soutenu que les scientifiques humains croyaient qu'une coopération interespèces serait bénéfique pour tous. Krexu fit signe pour une autre boisson. La cérémonie formelle de reddition eut lieu sur une station humaine nommée Unity Point, mais cela ne ressemblait pas à une reddition. À quoi cela ressemblait-il ? Au début d'une amitié. La voix du vétéran trahissait une perplexité. Des officiers humains serraient les mains des commandants Zelani. Ils échangeaient des cadeaux et partageaient des repas. Certains d'entre eux s'étaient directement affrontés quelques mois auparavant. Comment cela vous a-t-il fait sentir ? Confus, effrayé, en colère. Krexu marqua une pause avant de reprendre. Curieux. Curieux de quoi ? De savoir quel genre de personnes pourraient se battre pendant des années et ensuite vouloir sincèrement être amis avec leurs anciens ennemis. Le vieux guerrier balaya à nouveau la cantina du regard. C'est alors que j'ai pris conscience de la vérité la plus terrifiante concernant les humains. Ils ne nous avaient jamais vraiment considérés comme des ennemis. Ils percevaient la guerre comme un malentendu entre amis potentiels. Valara fixa son enregistreur. Mais comment est-ce possible ? Krexu croisa son regard. C'est ce que j'essaie de comprendre depuis 50 ans. Et la réponse est plus effrayante que tout ce qui s'est passé pendant la guerre. La dernière boisson de Krexu était devant lui, mais il ne l'avait pas touchée. La cantina était maintenant bondée. Des extraterrestres se tenaient à l'arrière, toutes les places étant occupées. La nouvelle de l'histoire du vieux vétéran Zelani s'était répandue dans toute la station Kepler-7. Valara regarda son enregistreur, vérifiant le niveau de la batterie. Vous avez dit que le traité de paix avait été signé il y a 50 ans. La guerre est terminée depuis un demi-siècle. Pourquoi faites-vous toujours des cauchemars ? Le vieux guerrier resta silencieux longtemps. Quand il prit finalement la parole, sa voix était à peine audible. Parce que la fin de la guerre n'était que le début de notre éducation sur les humains. Que voulez-vous dire ? Je suis retourné sur Veltar Prime, espérant reconstruire notre monde et oublier les humains. Je voulais épouser Silara, fonder une famille et vivre une vie Zelani normale. Les doigts cybernétiques de Krexu tambourinèrent sur la table. Au lieu de cela, j'ai découvert que les humains avaient déjà commencé à aider aux efforts de reconstruction. Ils étaient sur votre monde natal, des centaines d'entre eux, ingénieurs, médecins, enseignants, scientifiques, tous volontaires, qui avaient demandé à aider à reconstruire la société Zelani. La voix du vétéran se tendit. Tony Garcia, le médecin qui m'avait sauvé la vie, travaillait à l'hôpital principal de notre capitale.
Quand j'y suis allée pour le traitement de mes blessures de guerre, il m'a immédiatement reconnue. Comment a-t-il réagi en vous revoyant? Il a souri et a demandé des nouvelles de ma guérison. Puis, il m'a présenté sa nouvelle femme, la docteure Linda Foster, qui aidait à établir une nouvelle école de médecine pour les étudiants Zélani. Valara cessa d'écrire. Il s'était marié après la guerre. Sa première famille avait été tuée lors de notre attaque initiale sur les colonies humaines. Mais au lieu de nous haïr, Garcia avait décidé de consacrer sa vie à faire en sorte que personne d'autre ne perde des membres de sa famille à cause de la guerre. La voix de Krexu se brisa légèrement. Garcia a demandé si je voulais rencontrer sa nouvelle fille, une petite fille humaine nommée Amy, âgée d'environ 4 ans. Qu'avez-vous fait? J'étais terrifiée. Cet homme m'avait sauvé la vie malgré la perte de sa famille à cause de mon peuple. Maintenant, il voulait que je rencontre son nouvel enfant. Le vieux guerrier marqua une pause. Amy a couru vers moi sans peur. Elle avait joué avec des enfants Zélani et parlait parfaitement notre langue. Elle m'a appelé Oncle Cré et m'a demandé si je voulais voir ses dessins. Des dessins. Des images d'humains et de Zélani jouant ensemble. Dans son esprit de 4 ans, il n'y avait aucune différence entre les espèces. Nous étions tous simplement des gens. Krexu a finalement pris sa boisson, mais n'en a pas bu une gorgée. C'est là que j'ai compris l'horreur véritable de ce que les humains nous avaient fait. Horreur. Ils nous avaient rendu impossible de les haïr. Même ceux d'entre nous qui voulaient rester amers et en colère ne pouvaient pas y parvenir face à leur sincère amitié. Le vétéran regarda autour de la cantina. Célar et moi nous sommes mariés 6 mois après mon retour. La cérémonie de mariage a été suivie par 12 humains, dont Garcia et sa famille. Cela a dû être étrange. Le docteur Sam Carter, qui avait soigné Silara pendant la guerre, l'a accompagné le long du chemin cérémoniel, parce que son père était décédé au combat. Garcia a prononcé un discours en Zélani parfait sur l'importance de l'amour qui survit aux moments difficiles. La voix de Kras devint étonnée. Carter avait passé des mois à apprendre les traditions de mariage Zélani, afin de pouvoir remplir correctement le rôle du père de Silara. Il connaissait des mots cérémoniels que j'avais oubliés. D'autres Zélani ont-ils accepté la présence humaine? C'était la partie la plus perturbante. En 2 ans, la coopération humano-Zélani était devenue tout à fait normale. Les ingénieurs humains travaillaient aux côtés des constructeurs Zélani. Les scientifiques humains collaboraient avec les chercheurs Zélani. Les enseignants humains apprenaient des philosophes Zélani. Le vieux guerrier secoua la tête. Ma fille Zara est née 3 ans après la fin de la guerre. Elle a grandi en jouant avec des enfants humains dont les familles s'étaient installées sur Veltar Prime. Comment cela l'a-t-elle affectée? Elle a appris à parler l'humain standard avant de maîtriser le Zélani formel. Sa meilleure amie était une fille humaine nommée Rachel Kim, dont les parents étaient tous deux des chercheurs étudiant les mathématiques Zélani. La voix de Kexu s'adoucit. Quand Zara avait 7 ans, elle m'a demandé pourquoi les adultes parlaient de la guerre comme si cela avait été quelque chose de terrible. Pour elle, les humains n'étaient que des amis qui se trouvaient simplement différents. Que lui avez-vous dit? J'ai essayé d'expliquer les combats, la destruction, les morts. Elle a écouté très sérieusement, puis a demandé pourquoi tout le monde avait été si en colère contre leurs amis. Le vétéran resta silencieux un instant. Je n'avais pas de réponse. Comment explique-t-on la haine des espèces à un enfant qui ne l'a jamais vue? Où est votre fille maintenant? Elle étudie la littérature humaine à l'université de New Geneva. Sa thèse de doctorat porte sur les similitudes entre les traditions narratives Zélani et humaines. Krexu a finalement pris une gorgée de sa boisson. Le mois dernier, elle m'a envoyé un message disant qu'elle était tombée amoureuse d'un étudiant diplômé humain nommé Ben Cooper. Il prévoit de se marier l'année prochaine. Comment vous sentez-vous à ce sujet? Fier, confus, terrifié? La voix du vieux guerrier était complexe. Ben est une bonne personne. Il étudie l'histoire Zélani et parle couramment notre langue. Il traite Zara avec respect et gentillesse. Mais il est le petit-fils d'Emma Cooper, qui commandait un destroyer humain pendant la guerre. Emma Cooper a coulé 3 navires Zélani, dont un transportant mon cousin Veltor. Valara leva les yeux de ses notes. Vous allez avoir des liens familiaux avec quelqu'un qui a tué votre parent? C'est le cauchemar avec lequel je vis tous les jours. Les humains ont rendu impossible de maintenir une haine appropriée. Krexu regarda directement Valara. Emma Cooper a assisté à la cérémonie commémorative de Veltor. Elle a déposé des fleurs sur sa tombe et a parlé du gaspillage de la guerre. Elle a dit qu'elle regrettait chaque mort qu'elle avait causée, même si elle défendait son peuple. Cela a-t-il aidé? Cela a tout empiré.
Comment haïr quelqu'un qui pleure vos parents décédés? Le vieux guerrier a fait un geste vers l'écran mural de la cantina, où des reportages montraient des vaisseaux humains arrivant dans divers systèmes stellaires. Regardez-les maintenant. 50 ans après la guerre, les humains continuent de s'étendre à travers la galaxie, mais pas par la conquête. Comment? Ensuite, ils demandent la permission. Ils négocient avec les gouvernements locaux. Ils offrent de la technologie et de l'aide en échange de droits de colonisation. La voix de Krextu devint plus sombre. Pire encore, ils invitent d'autres espèces à se joindre à leurs expéditions. En ce moment, des équipages mixtes d'humains, de Zélani, d'Alariens et de Centurans explorent la galaxie ensemble. Cela semble positif, c'est terrifiant. La voix du vétéran était perçante. Le capitaine Nina Parker commande un vaisseau d'exploration spatiale lointaine, avec un équipage qui comprend d'anciens officiers militaires Zélani. Le lieutenant Tim Cruz travaille aux côtés d'aliens qui lui tiraient dessus il y a 5 décennies. Pourquoi cela vous effraie-t-il? Parce que cela signifie que les humains ont réussi leur plan le plus dangereux. Farr se pencha en avant. Quel plan? Transformer la galaxie en une grande communauté où les différences entre espèces n'ont pas d'importance. Krexu termina sa boisson d'une seule gorgée. Mon petit-fils fréquente une école intégrée sur Kepler 9. Ses camarades de classe comprennent des humains, des Zélani, des lézards véganes et des respirateurs de gaz Centurans. Ils jouent ensemble, étudient ensemble et se voient comme de simples enfants. Et n'est-ce pas une bonne chose? Cela signifie que la prochaine génération ne comprendra jamais pourquoi nous avons mené la guerre. Ils verront la haine des espèces comme une ancienne stupidité pratiquée par des ancêtres primitifs. Le vieux guerrier se leva lentement, sa jambe cybernétique vrombissant doucement. C'est là la victoire humaine par excellence. Ils ont rendu le conflit entre espèces intelligentes impensable et même absurde. On dirait que vous y voyez quelque chose de négatif. Je ne sais pas si c'est bon ou mauvais, répondit Krexu d'une voix lasse. Je sais seulement qu'il est terrifiant de voir toute sa vision du monde devenir caduque. Velera éteignit son enregistreur. Une dernière interrogation, s'il vous plaît. Si vous pouviez refaire le passé et modifier l'issue de la guerre, le feriez-vous? Krexu resta silencieux un long moment. La cantina était redevenue muette, dans l'attente de sa réponse. Non, déclara-t-il finalement. Je ne changerai rien. Pourquoi pas? Parce que ma fille est heureuse. Mon petit-fils grandira dans une galaxie où les différentes espèces coopèrent au lieu de se combattre. Parce que la fille de Tony Garcia, Amy, est désormais le docteur Amy Garcia, et elle enseigne la médecine à des étudiants venus de 12 mondes différents. Le vieux guerrier scruta la cantina une dernière fois. Parce que j'ai compris qu'être vaincu par ses ennemis est terrible, mais être aimé par eux est en quelque sorte pire. Pire en quoi? Parce que cela vous contraint à devenir une meilleure personne que vous n'auriez jamais voulu l'être. Krexu s'achemina lentement vers la sortie de la cantina, sa jambe cybernétique claquant sur le sol métallique. Au seuil, il se retourna pour s'adresser aux êtres qui emplissaient la pièce. C'est pourquoi les humains me terrifient. Non pas parce que ce sont des monstres, mais parce qu'ils rendent impossible pour quiconque de l'être. Il quitta la cantina, disparaissant dans les couloirs bondés de la station Kepler 7. Les extraterrestres qu'il laissait derrière lui demeurèrent dans un silence complet, chacun perdu dans ses propres réflexions sur ce qu'il venait d'entendre. Bellara fixa son enregistreur, consciente qu'elle détenait une histoire qui allait transformer la perception de la galaxie de la guerre entre humains et Zélani. Mais elle n'était pas certaine que quiconque la croirait. Comment expliquer que l'aspect le plus effrayant des humains est leur capacité au pardon et à l'amitié? Comment faire comprendre que la conquête par la compassion est plus dévastatrice que la défaite par la force? Bellara rassembla ses notes et quitta la cantina, s'interrogeant si la galaxie était prête à entendre la vérité sur ce qui s'était réellement produit il y a 50 ans et ce qui continuait de se passer chaque jour alors que les humains propageaient leur étrange philosophie de coopération à travers les étoiles. À l'extérieur de la cantina, elle pouvait apercevoir des vaisseaux humains s'amarrer à la station, leurs équipages œuvrant aux côtés d'aliens de dizaines de mondes différents. Un jour des plus banals dans l'étendue galactique, les humains avaient contribué